Ma sœur l'a annoncé pendant le grand repas de famille du dimanche. Maman et papa vont me faire la donation de la maison. Toi, tu n'auras rien. Tout le monde a applaudi. J'ai souri et j'ai dit, papa, je leur dis où tu le fais? Sa fourchette est tombée de sa main. Ma sœur a hurlé, nous dire quoi? La salle à manger est devenue silencieuse à la seconde où j'ai prononcé ces mots. 20 personnes, les fourchettes figées en l'air, les verres de vin suspendus. La main de ma mère tremblait sur le pied de son verre de Bordeaux, comme si elle avait oublié comment le reposer. Par l'heure du prêt immobilier, ai-je dit doucement. Le visage de mon père a perdu ses couleurs si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Michel, pas maintenant. Le deuxième prêt que vous avez contracté il y a 3 ans. Celui que vous avez caché à tout le monde. Celui qui signifie que vous êtes à 6 mois de la saisie immobilière. Ma sœur, Camille, s'est jetée par-dessus la table, sa chaise grinçant sur le parquet. Tu mens. Tu es un sale menteur. Vraiment? J'ai sorti le dossier cartonné de ma sacoche. Lentement, délibérément, j'ai laissé tout le monde regarder. J'ai étalé les papiers sur le plat du gigot d'agneau, en plein milieu du gratin dauphinois et de la sauce figée. Des relevés bancaires, des avis de saisie, des contrats de prêt avec les signatures de mes parents. Ou bien aucun de vous ne s'est jamais demandé pourquoi ils ont soudainement eu besoin que Camille revienne vivre ici? Pourquoi ils étaient si pressés de lui offrir la maison? Ma tante Carole a attrapé le document le plus proche. Ses ongles manucurés, ceux-là même qu'elle utilisait tout à l'heure pour parler de sa croisière en Méditerranée, se sont mis à trembler tandis que ses yeux parcouraient les chiffres. Ils n'ont plus les moyens de la garder, ai-je continué, ma voix stable malgré mon cœur qui martelait mes côtes. Ils pensaient que s'ils la mettaient au nom de Camille, elle reprendrait les mensualités sans se rendre compte de ce qu'elle signait. 2800 € par mois, Camille. Le premier de chaque mois, pour les 27 prochaines années. Le fiancé de Camille, Benoît, s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Attends, quoi? 2800 € par mois? Assieds-toi, Benoît, a sifflé Camille. Non, sérieusement, 2800 € par mois? Tu m'avais dit que la maison était payée. Tu avais dit qu'on vivrait ici gratuitement le temps d'économiser pour le mariage. Ce sera gratuit, a balbutié Camille, ses yeux allant de Benoît à nos parents. N'est-ce pas, papa? Tu me la donnes sans aucune charge? C'est ce que tu as dit. Sans aucune charge. Mon père ne pouvait pas la regarder. Il fixait son assiette comme si la réponse était cachée sous la tranche de gigot qu'il avait à peine touchée. Ma poitrine s'est serrée en regardant cette scène, comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de mes poumons et les serrait plus fort à chaque respiration. Mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. J'avais fait 3 heures de TGV depuis Lyon pour ce moment. J'avais répété ce que j'allais dire dans le train jusqu'à ce que les mots pèsent comme des pierres dans ma bouche. Lourd, froid, inévitable. Maman a commencé à pleurer. Ces petits sanglots délicats qu'elle maîtrisait si bien. Nous allions te le dire après. Après quoi, l'ai-je coupé? Après qu'elle ait signé l'acte de donation, quand il aurait été trop tard pour faire marche arrière. Après que vous ayez réussi à lui refiler une dette de 110 000 €. Ma grand-mère, la mère de mon père, la femme qui m'a appris à jouer aux échecs et qui me glissait toujours un billet de 20 € quand elle pensait que personne ne regardait, a frappé la table de sa main si fort que les verres ont sursauté. Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai? Le silence de mon père était plus assourdissant que n'importe quel aveu. Espèce de manipulateur, a dit mon oncle Thomas, et je ne l'avais jamais entendu jurer auparavant. Pas une seule fois en 38 ans. Ta propre fille. Le visage de Camille s'est tordu en quelque chose de laid, de désespéré. Michel a probablement tout inventé. Il a toujours été jaloux de moi. Il ne m'a jamais pardonné d'être la préférée de papa. Mes mains se sont serrées en poing sous la table. La colère était une chose vivante dans ma poitrine, chaude et tortillante. Alors, appelle la banque. J'ai fait glisser mon iPhone sur la table. Il a laissé une traînée dans la sauce du gigot. Le numéro est dans mes contacts. Le Crédit Populaire. Demande-leur pour les 70 000 € que vous devez sur le second prêt. Celui qui a 180 jours de retard. Camille a fixé le téléphone comme s'il allait la mordre. Elle ne l'a pas touché. Elle n'a pas bougé. Tu n'appelleras pas parce que tu sais déjà, ai-je dit. Vous voulez savoir comment je l'ai découvert? Papa m'a demandé de l'argent il y a 2 mois, le 14 septembre.
Il m'a appelé au bureau. Il a dit que c'était pour des frais médicaux. L'opération de maman, a-t-il dit. Je lui ai dit que je paierais l'hôpital directement. C'est là que tout s'est effondré. C'est là qu'il a avoué. Tu aurais dû l'aider, a crié Camille, la voix brisée. Au lieu de ça, tu nous humilies devant tout le monde. Devant mamie, devant les parents de Benoît. J'ai proposé de l'aide. J'ai proposé de rembourser 15 000 € sur le prêt. Vous savez ce que papa a dit? J'ai regardé autour de la table. Tout le monde écoutait maintenant. Tante Carole avait sorti son téléphone, probablement déjà en train d'écrire sur le groupe WhatsApp de la famille. Ma cousine Chloé filmait avec son téléphone, le tenant bas comme si je n'allais pas le remarquer. Oncle Thomas était devenu complètement immobile, comme il le faisait quand il était furieux. Les parents de Benoît avaient l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Il a dit, tu mérites plus la maison parce que tu es resté près de nous. Parce que tu viens déjeuner tous les dimanches, parce que tu es la bonne fille, celle qui n'a pas abandonné la famille en partant à Lyon pour un job à la noix. Le visage de ma tante est devenu dur comme du granit. Alors, vous alliez la piéger pour la ruiner financièrement? Votre propre enfant. On pensait qu'elle finirait par s'en rendre compte, a chuchoté maman en s'épongeant les yeux avec sa serviette. Le tissu est revenu taché de mascara. Avant ou après qu'elle ait signé, a demandé ma cousine Chloé. Elle était en master de droit. Elle savait exactement ce qu'elle demandait. Benoît a attrapé son manteau sur le dossier de sa chaise. C'est fini, Camille. Je ne me marie pas avec une famille de fous. Je ne signe pas pour une vie de dette et de mensonges. Benoît, attends, s'il te plaît. Camille l'a poursuivi vers la porte d'entrée, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet. Je l'ai entendu plaider, pleurer, supplier. Le claquement de la porte a résonné dans toute la maison. Ma gorge me brûlait, mes yeux me piquaient, mais je suis resté silencieux. J'ai laissé le silence faire son travail. Je les ai laissés tous digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Camille est revenue 30 secondes plus tard, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son rouge à lèvres étalé là où elle avait essayé d'embrasser Benoît avant qu'il ne parte. « C'est toi qui as fait ça », a-t-elle dit, sa voix blanche. « Tu as tout gâché. Mes fiançailles, ce déjeuner, toute ma vie. Tu ne pouvais pas me laisser être heureuse. Je t'ai sauvée, ai-je dit doucement. De rien. On avait besoin de toi, a dit faiblement mon père, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. De vous deux. En famille, on aurait pu. Vous nous avez utilisés, ai-je interrompu. Il y a une différence entre avoir besoin d'aide et tendre un piège. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais je ne l'ai pas montré. Ma grand-mère m'a touché le bras. Sa poigne était étonnamment forte pour ses 82 ans. Combien doivent-ils exactement? Au total? 70 000 € sur le deuxième prêt. Encore 40 000 sur le premier. Ça, c'est s'ils remboursent tout aujourd'hui. Si ça va jusqu'à la saisie, ils devront plus. Les frais, les coûts juridiques, les pénalités. Nom de Dieu, a marmonné oncle Thomas. 110 000 €. Camille s'est effondrée sur sa chaise, fixant les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je gagne 35 000 € par an comme assistante dentaire. Benoît en gagne 45 000. On avait à peine de quoi payer le mariage. Personne n'a ce genre d'argent qui traîne, ai-je dit. C'est tout le problème. Ils allaient te noyer. Maman a sangloté plus fort, tout son corps secoué. On va tout perdre. La maison, notre retraite, tout. Vous l'avez déjà perdu, a dit ma grand-mère, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Au moment où vous avez décidé de tromper vos propres enfants au lieu de demander de l'aide, honnêtement. La table a explosé. Tante Carole criait sur mon père à propos de la responsabilité et de la confiance. Oncle Thomas exigeait de voir tous les documents du prêt, toute la paperasse, tout. Mes cousins prenaient des photos des papiers avec leur téléphone, zoomant sur les numéros de compte et les dates d'échéance. Camille pleurait dans ses mains, ses épaules secouées. On entendait la voiture de Benoît démarrer dehors, le moteur vrombissant fort avant que les pneus ne crissent en partant. Maman suppliait tout le monde de se calmer, de se souvenir que c'était un dimanche en famille, de s'il vous plaît juste. Papa était assis là, silencieux, vaincu, ne regardant rien, et moi.
J'ai ramassé mon manteau que j'avais drapé sur le dossier de ma chaise il y a des heures, quand j'étais entré et que tout le monde m'avait serré dans ses bras, m'avait dit que j'avais l'air en forme et m'avait posé des questions sur Lyon. J'ai marché vers la porte. Michel, attends. La voix de Camille, rauque, brisée. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Son visage était un désastre. La morve, les larmes, le maquillage qui avait coulé. Elle avait l'air plus jeune que ses 28 ans. Elle ressemblait à la petite fille qu'elle était quand on était enfant et qu'elle était tombée de vélo, les deux genoux en sang. Tu as détruit ce repas. Tu as détruit mes fiançailles. Tu as détruit tout ce que j'avais. Non, ai-je dit doucement. J'ai révélé ce qu'ils allaient te faire. Ce qu'ils ont essayé de me faire d'abord. La pièce est redevenue silencieuse. Même maman a arrêté de pleurer. Qu'est-ce que tu veux dire, a chuchoté Camille. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai expiré lentement. Il y a 6 mois, le 3 mai, ils m'ont appelé, tous les deux en haut-parleur. Ils m'ont demandé de venir pour le week-end, en disant que c'était urgent. Quand je suis arrivé, ils m'ont assis à cette même table et m'ont demandé de me porter co-emprunteur pour la maison. Ils m'ont dit que c'était juste une formalité, un truc de refinancement, qu'ils paieraient tout. Que je ne verrais jamais une seule facture. Ils avaient juste besoin d'un deuxième nom pour avoir de meilleurs taux. Je sentais tous les regards sur moi. J'ai failli le faire. J'avais le stylo à la main. Papa avait déjà les papiers. Mais quelque chose n'allait pas. La façon dont maman ne me regardait pas, la façon dont papa n'arrêtait pas de dire, c'est juste une formalité. Encore et encore, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Alors, qu'est-ce que tu as fait? A demandé Chloé. Je leur ai dit que je voulais que mon avocate y jette un œil d'abord. Papa est devenu blême. Il a essayé de dire que ce n'était pas nécessaire, qu'on était une famille, que c'était insultant. Je ne leur faisais pas confiance. Mais j'ai tenu bon, j'ai emporté les documents avec moi à Lyon. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à une photo spécifique et je l'ai montrée pour que tout le monde puisse la voir. C'était une capture d'écran d'un email. Mon avocate, Maître Anne Lefebvre du cabinet Lefebvre et Associés. Elle a jeté un coup d'œil et m'a appelé immédiatement. Elle a dit, ne signez ça sous aucun prétexte. Alors je suis devenu méfiant et j'ai consulté le registre de la publicité foncière. C'est une information publique, n'importe qui peut le faire. J'ai découvert le deuxième prêt, les paiements manqués, 3 mois de retard à ce moment-là, les avis de saisie qui avaient déjà été envoyés. Le visage de Camille est devenu blanc, vraiment blanc, comme si chaque goutte de sang s'était écoulée de son corps. Si j'avais signé, j'aurais été légalement responsable d'une dette de 110 000 euros. Ils auraient détruit mon dossier de crédit, mes économies, tout mon avenir financier. Et vous savez le pire? Quand je les ai confrontés à ce sujet, quand je suis revenu ici et que j'ai exigé une explication, vous savez ce que papa a dit? Personne n'a parlé. Il a dit, on pensait que tu comprendrais. Tu gagnes bien ta vie à Lyon. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux te le permettre. Comme si c'était ma responsabilité de les sortir des décisions financières désastreuses qu'ils avaient prises. Quelle décision? A demandé mamie sèchement. En quoi as-tu dépensé cet argent, Jean-Pierre? La mâchoire de papa a travaillé. Aucun son n'est sorti. Le deuxième prêt, ai-je dit, a été contracté il y a 34 mois. 70 000 euros. Un prêt de trésorerie. J'ai les relevés bancaires. Vous voulez savoir où est passé l'argent? Maman a poussé un cri qui ressemblait à celui d'un animal blessé. Un bateau. Un bateau de plaisance de 10 mètres. Acheté pour 65 000 euros cash. Le reste est parti en entretien et en frais de place au port de plaisance parce que papa a décidé qu'il avait besoin d'un hobby pour sa retraite. Tu as acheté un bateau? La voix d'oncle Thomas aurait pu décaper de la peinture. Tu as mis ta maison en péril pour un foutu bateau? On pensait qu'on le rembourserait, a chuchoté papa, avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, avant que ça devienne un problème. Eh bien, c'est un problème maintenant, ai-je dit. Et quand je n'ai pas voulu signer, quand j'ai clairement indiqué que je n'allais pas vous servir de distributeur de billets, vous êtes passé au plan B, Camille. Le visage de ma sœur s'est décomposé. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je sois près d'eux, qu'ils vieillissaient, que la maison était trop grande pour eux deux. Que si je revenais vivre ici, ils m'aideraient pour le mariage.
Que je pourrais économiser de l'argent. Que ce serait comme avant. Et tu les as crus parce que pourquoi pas? Ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ce sont nos parents. On est censé leur faire confiance. C'est de la folie, a dit la mère de Benoît depuis le coin. J'avais oublié qu'elle était là. Vous alliez endetter mon fils sans lui en parler. Benoît n'avait pas besoin de savoir, a dit maman sur la défensive. La maison aurait été au seul nom de Camille. Ils vont se marier, s'est levé le père de Benoît. Comprenez-vous comment fonctionnent les dettes contractées pendant le mariage? Comprenez-vous ce que vous étiez sur le point de faire à notre famille? Les cris ont repris, plus fort cette fois. Mon oncle exigeant que papa vende le bateau immédiatement. Ma tante disant que ça ne suffirait pas. Qu'il devait vendre la maison, prendre plus petit, se déclarer en faillite si nécessaire. Chloé cherchant sur son téléphone la loi sur la saisie immobilière, lisant à haute voix les délais et les options légales. Mamie assise là, le visage de marbre, regardant son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. Camille, juste assise là, le regard vide. Je me suis approché d'elle, je me suis accroupi à côté de sa chaise. Je sais que tu me détestes en ce moment, ai-je dit doucement, juste pour elle. Mais dans 6 mois, peut-être 1 an, tu réaliseras que je viens de te sauver la vie. Benoît aussi, probablement. Tu étais sur le point de signer ton avenir pour un mensonge. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient vides. Depuis combien de temps savais-tu qu'ils essayaient de te piéger? 2 mois. Papa m'a appelé le 14 septembre pour me demander de l'argent. Il a dit que c'était pour des frais médicaux. Quand j'ai dit que je paierais l'hôpital directement, il s'est effondré. Il m'a tout raconté. La dette, les délais de la saisie, le plan pour te donner la maison. Il m'a même demandé de ne rien dire. Il a dit que si j'aimais vraiment la famille, je les laisserais gérer ça à leur manière. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? J'ai essayé 3 fois. Je t'ai appelé, envoyé des textos, je suis même venu un week-end. Tu étais toujours avec maman et papa ou occupé. Ou tu disais, pas maintenant, j'organise le mariage. Ils se sont assurés que je ne puisse jamais te parler seul. Elle a regardé les papiers étalés sur la table. C'est vraiment si grave? C'est pire. Je n'ai pas mentionné les dettes de carte de crédit. Encore 18 000 € sur 4 cartes, ou le prêt personnel du frère de papa en Bretagne, 12 000, ou le... Arrête, a-t-elle murmuré. Juste, arrête. Je me suis relevé. Mes genoux ont craqué. J'avais l'impression d'avoir 1000 ans. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je suis vraiment désolé pour Benoît. Mais mieux vaut le découvrir maintenant qu'après être marié et légalement lié à tout ça. Il ne reviendra pas, a-t-elle dit d'une voix sourde. Je sais qu'il ne reviendra pas. Ses parents le poussaient à reconsidérer nos fiançailles depuis des mois. Il pense que je ne suis pas assez bien pour lui. Ça lui a juste donné l'excuse dont il avait besoin. Alors c'est un idiot et tu mérites mieux. Elle a ri. Le son ressemblait à du verre brisé. Vraiment? J'étais sur le point de les laisser me piéger. J'étais si désespéré de me sentir spécial, d'être choisi, que je n'ai posé aucune question. Tu es plus intelligent que moi. Tu l'as toujours été. Ce n'est pas, si, ça l'est, a-t-elle dit fermement. Et nous le savons tous les deux. J'ai atteint le couloir d'entrée avant que ma grand-mère ne me rattrape. Pour quelqu'un qui se plaignait de sa hanche, elle se déplaçait assez vite quand elle le voulait. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Je n'en ai pas l'impression. Ça ne donne jamais cette impression. Mais parfois, l'amour ressemble à une boule de démolition. Parfois, il faut détruire le mensonge avant de pouvoir construire quelque chose de vrai. J'ai hoché la tête. Je n'osais pas parler. J'appelle mon conseiller financier demain, a-t-elle continué. J'ai de l'argent de côté. Pas assez pour sauver la maison, mais assez pour les aider à trouver un petit appartement, quelque chose de gérable. Ils vont devoir apprendre à vivre selon leurs moyens. Merci. Ne me remercie pas. Je suis furieuse contre eux, mais ils sont toujours mon fils et ma belle-fille, et je ne les laisserai pas à la rue. Elle a fait une pause. Et toi? Ça va vraiment? Ça ira. Ton père ne te pardonnera jamais pour ça. Je sais que ta mère essaiera de faire de toi le méchant. Elle dira à tout le monde que tu les as humiliés exprès, que tu y as pris plaisir. Je le sais aussi.
Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle sentait la lavande et la menthe poivrée. Comme toujours. Tu es un homme bien, Michel. Mieux qu'il ne le mérite. Ne les laisse pas te faire oublier ça. Je suis sorti par la porte d'entrée. Sans me retourner. Les textos ont commencé avant même que j'atteigne ma voiture. De Camille, je te déteste. Puis, mais merci. Puis, je ne sais pas quoi ressentir. Puis, Benoît m'a bloqué. Je n'ai pas répondu. Tout ce que j'aurais pu dire aurait été déplacé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Michel Dubois. Une voix de femme. Professionnelle. Sèche. Oui. Ici l'inspectrice Sarah Vincent, de la brigade financière de la police judiciaire de Dijon. Nous avons reçu un signalement concernant une possible tentative d'escroquerie au prêt immobilier impliquant vos parents et votre sœur. Avez-vous quelques minutes? Mon estomac s'est noué. Quoi? Qui vous a appelé? Je ne suis pas autorisé à le dire, mais si ce qu'on nous a rapporté est exact, vos parents pourraient avoir tenté de commettre un délit en transférant un bien immobilier avec des dettes connues sans en informer pleinement le bénéficiaire. C'est un délit pénal. Oh, mon Dieu! Ce n'est pas moi qui vous ai appelé, ai-je dit rapidement. Je ne les ai pas dénoncés. Jamais. Nous comprenons cela, monsieur Dubois, mais nous devons quand même enquêter. Seriez-vous disposé à venir faire une déposition? Vous ne risquez rien. Nous avons juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'étais assis dans ma voiture, dans l'allée de mes parents, regardant la maison où j'avais grandi, où ma grand-mère essayait probablement d'arbitrer la Troisième Guerre mondiale, où ma sœur découvrait que les contes de fées n'ont pas de deuxième hypothèque. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr. Voici ma ligne directe. Veuillez m'appeler dans les 48 heures. Elle a raccroché. Je suis resté assis là encore 10 minutes, les mains sur le volant, sans bouger. Mon téléphone a vibré à nouveau. De Chloé, pour info, c'est pas moi qui ai appelé les flics, mais je crois que c'est tante Carole. Elle est furax. De Chloé encore, tu devrais aussi savoir que Camille fait une crise de nerfs dans la salle de bain. Une vraie. Maman et mamie sont avec elle. Papa a essayé de partir et oncle Thomas a bloqué la porte. C'est la folie ici. Mais c'est peut-être aussi le déjeuner de famille le plus honnête qu'on ait jamais eu. J'ai démarré la voiture. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. L'inspectrice est venue à la maison, a-t-elle dit sans préambule. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Elle avait un mandat. Elle a pris tous nos documents financiers, l'ordinateur de Jean-Pierre, tout. Maman. C'est Carole qui les a appelés. Ta propre tante a appelé la police. Tu te rends compte? La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne commet pas d'escroquerie contre la famille non plus, ai-je dit. J'étais à ma table de cuisine à Lyon, regardant la pluie tomber par ma fenêtre. Mais nous en sommes là. Tu pourrais arranger ça. Tu pourrais leur dire que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tromperie intentionnelle. Tu vas envoyer ton père en prison, sa voix s'est brisée. Ton propre père? Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas porté plainte. J'ai juste dit la vérité lors d'un repas de famille. Ce qui se passe maintenant est la conséquence de ce que papa et toi avez choisi de faire. On était désespérés. Alors vous auriez dû demander de l'aide. De la vraie aide. Une aide honnête. Au lieu de ça, vous avez essayé de détruire la vie de Camille, et la mienne. Ne me demande pas de me sentir coupable pour ça. Silence au bout du fil. Puis, elle ne va pas bien. Camille. Elle est sous antidépresseur maintenant. Elle n'a pas quitté son appartement depuis 3 jours. Ma poitrine s'est serrée. Est-ce qu'elle est en sécurité? Physiquement, oui. Mais Michel, elle s'effondre. Elle a perdu Benoît. Elle a perdu la maison. Elle a perdu tout son avenir. Elle n'a rien perdu de réel, ai-je interrompu. Elle a perdu une illusion, un mensonge. Benoît n'était pas fait pour elle de toute façon. Et tu le sais. Il était contrôlant, condescendant. Elle se contentait de lui parce qu'elle pensait ne pas mériter mieux. Et la maison n'a jamais été à elle. Elle n'allait jamais l'être.
Maman, vous alliez l'endetter de 110 000 euros. Vous alliez détruire son crédit, ses économies, tout son avenir financier. Et quand elle n'aurait inévitablement pas pu faire les paiements, quoi ensuite? Saisie, faillite. Tu penses que c'est mieux que ce qui s'est passé dimanche? Maman s'est mise à pleurer. Les vrais pleurs cette fois, pas les sanglots délicats. On a fait des erreurs, a-t-elle murmuré. On a fait de terribles erreurs, mais on est toujours tes parents. On t'aime toujours. Alors vous auriez dû agir en conséquence. J'ai raccroché. Je me suis senti mal immédiatement après, mais je n'ai pas rappelé. Une semaine plus tard, Camille a appelé. L'inspectrice veut me voir, a-t-elle dit. Elle dit que je ne risque rien, mais elle a besoin de ma déposition. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Si je coopère, il pourrait porter plainte contre maman et papa. Si je ne le fais pas, je pourrais avoir l'air complice. Tu n'es pas complice. Tu as été une victime. Vraiment? Ou j'étais juste stupide et désespéré? J'ai réfléchi à ça. Est-ce que ça ne peut pas être les deux? Elle a ri. Un rire plus authentique cette fois. Ma psy dit que je dois arrêter de leur trouver des excuses, que j'ai été conditionné à accepter la manipulation émotionnelle comme de l'amour. C'est une bonne psy. Elle m'aide, doucement. Camille a marqué une pause. Je suis désolé pour ce que j'ai dit dimanche. Tu avais raison. Tu m'as sauvé. C'est juste que je n'étais pas encore prête à le voir. Je sais. Est-ce que maman et papa vont aller en prison? Je ne sais pas. Ça dépend de ce que décidera le procureur. Il pourrait y avoir des poursuites, un accord, ou rien du tout. Ce genre d'affaire est difficile à poursuivre. Tant mieux, a-t-elle dit. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je veux juste qu'ils arrêtent de mentir. Oui, ai-je dit doucement. Moi aussi. 4 mois plus tard, l'inspectrice m'a appelé un mardi après-midi alors que j'étais en réunion. Nous n'allons pas engager de poursuite, a-t-elle dit. Manque de preuves sur l'intention délictuelle. Ça ressemble plus à de la bêtise qu'à de l'escroquerie. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils sont contraints de vendre la maison. La banque accélère la procédure de saisie. Votre grand-mère les a aidés à trouver un petit appartement à Chalon-sur-Saône. Ils s'en sortiront. Fauchés, mais ils s'en sortiront. Et Camille n'est pas impliquée. Elle n'a jamais rien signé, n'a jamais pris possession du bien, n'a jamais assumé la dette. Elle est hors de cause. Merci de me le dire. Monsieur Dubois, puis-je dire quelque chose en off? Bien sûr. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je vois beaucoup de familles dans mon travail. La plupart protègent l'abuseur parce qu'affronter la vérité est trop douloureux. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez protégé votre sœur même si ça vous a tout coûté. Ça demande du courage. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pas l'impression que ce soit du courage. J'ai l'impression d'avoir atomisé toute ma famille. Parfois, a-t-elle dit doucement, c'est ce que fait la vérité. Mais le truc avec les bombes atomiques, c'est qu'elles rasent tout. De nouvelles choses peuvent pousser après. 6 mois plus tard, j'ai reçu un texto de Camille à 23h47 un samedi. Tu te souviens quand tu as dit que je méritais mieux que Benoît? Tu avais raison. Il s'appelle Marcus. Il est kiné. Il trouve ça drôle que je sois nul en yoga et il est au courant pour le déjeuner de famille. Je lui ai tout raconté au 2e rendez-vous. Il n'est pas parti en courant. Je pense que tu l'aimerais bien. J'ai souri devant mon téléphone dans ma chambre sombre. Envoie-moi une photo. Elle m'a envoyé un selfie d'elle et d'un homme avec un sourire chaleureux et des yeux bienveillants. Ils étaient au restaurant. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Pas le bonheur désespéré et de façade qu'elle affichait avec Benoît. De la vraie joie. Il a une bonne tête, ai-je répondu par texto. Amène-le pour Noël. On fait Noël? Je fais Noël avec toi, ai-je répondu. Et mamie et qui que ce soit d'autre qui veut venir. Nouvelle tradition. Et maman et papa? J'y ai réfléchi. S'ils veulent venir, ils peuvent. Mais plus de mensonges, plus de combines, plus de la famille, ça veut dire que vous nous devez tout. Juste de l'honnêteté, simple et authentique, a-t-elle écrit.
Puis, je t'aime. Je devrais le dire plus souvent. Je t'aime aussi, ai-je tapé. Même quand tu me détestes. Surtout quand je te déteste. C'est là que tu le mérites le plus.